Bonjour et bienvenue sur Nano Archive, votre capsule temporelle qui parle de tout et de rien. Et aujourd'hui, nous allons parler des 3 films Terminator. Et pour aujourd'hui, je suis accompagné d'une personne, si tu peux te présenter. Bonjour, merci déjà pour cette invitation. Alors moi c'est Ambre Bourdilla et j'ai l'honneur de commencer ce premier épisode. Cet épisode expérimental pour être exact. Oui, pour être plus précis, effectivement. Alors, Ambre, qu'est-ce que tu en as pensé de Terminator 3 qu'on a vu il y a genre une heure? Eh bien, ce Terminator 3, honnêtement, on en prend plein la vue, ouais. Je pense que... Encore plein plus naturel que d'explosions, ça. Non, mais... Quoi, c'est pas naturel. Ah voilà, là c'est plus naturel, tu vois. Bizarrement. Non, mais après, sérieusement, t'en as pensé quoi? Parce que oui, effectivement, t'as eu des effets spéciaux habituels. Mais bon, après, ça, c'est la chose auquel on s'attend d'un film de cette ampleur-là. Surtout que c'est sorti 12 ans après. Ouais, 12 ans après le Terminator 2, qui était déjà un film avec un budget assez conséquent à l'époque, même s'ils étaient déjà en rupture pour le deuxième, mais on en reparlera. Après, pour le Terminator 3, c'est un film qui n'aurait peut-être jamais vu le jour, étant donné que James Cameron, il y a eu la coproduction qui a fait faillite, donc du coup il n'était pas là pour réaliser le film. C'est une autre personne, je sais plus son nom, mais c'est pas un grand nom on va dire sans doute à l'époque peut-être, mais disons que comparé à Cameron, c'est pas non plus. Bref, tout ça pour dire que le film a pu voir le jour avec ou sans Cameron. Après, est-ce que le film il aurait été mieux? Parce que après, je pense que les personnes qui écouteront le podcast savent déjà à quoi ressemble le film, de quoi, etc. Après, ou pas. Et auquel cas, je t'invite fortement à aller le voir. Ceux qui n'ont pas vu, qu'est-ce qu'ils ont foutu, quoi. Mais non, Terminator 3, on est totalement dans la suite logique du deuxième film, parce qu'en soi, après, est-ce qu'on en parle du scénar tout de suite ou pas? Ouais, sans doute. Après, je pense que la plupart des gens qui connaissent déjà la trilogie Terminator savent très bien de quoi ça parle. Un des aspects qui est souvent critiqué dans le film, c'est le fait que... mais du coup, le deuxième film, il sert à rien. Et en fait, en revoyant le film, finalement, ça reste assez cohérent, même si c'est pas du tout appuyé sur ce truc. C'est un peu le côté... parce que dans tout le premier Terminator, il y a cet aspect faire face à son destin. Donc Sarah Connor, jeune femme ordinaire, qui d'un coup se retrouve confrontée au fait qu'elle doit engendrer un enfant qui sera le futur chef de la résistance humaine face aux machines. Deuxième film, Sarah Connor qui prend la résolution de changer... elle se fait la réflexion existentialiste de se dire que finalement on est surtout déterminé par nos actions et que le jugement dernier on peut l'empêcher. Et le troisième film, il est là en mode... il revient dessus en fait. Il revient un peu dessus sur le fait de dire non, en fait la destinée elle est là et que tu dois assumer ton destin. Ton destin, non. Mais on va pas faire la réponse acronyme. Si, il faut. Si, il faut. Non, mais... Et ça, c'est le point de scénar le plus critiqué, me semble-t-il, sur le troisième film. Alors que je trouve que... Comment tu veux continuer, en fait, sur une lancée comme ça? Parce que, effectivement, les 2 premiers films pourraient se suffire à eux-mêmes. Mais d'un côté, en fait, quand tu regardes avec un peu de recul ce qui pourrait se passer dans le lore, même si c'est jamais bien expliqué, et ça, malheureusement, t'es obligé de dire toi-même et de t'imaginer toi-même. Ce qui est, je trouve aussi le gros défaut du troisième film, c'est que il passe peut-être un peu trop de temps de faire des blagues et des références au deuxième film, mais ça, c'est une autre histoire. Il y a tous les nombreux petits clins d'œil. Ouais, avec le psy, notamment dans le cimetière, il est là, et puis voilà, salut, au revoir. Mais merci pour ce cameo, monsieur. C'était pour toucher son voilà, son c'est chèque. ça. Alors qu'en soit, bref, mais sur cet aspect des refs, parce que c'est une grosse parenthèse celui-là, mais oui, l'un des gros points noirs du troisième film, c'est cet aspect, ça fait trop de références par rapport au deuxième, et ça on verra sur bien d'autres films bien plus tard, pendant jusqu'à aujourd'hui, et même encore sans doute on l'aura, mais il y a en fait les premières scènes sur les débuts suffisaient très largement, puisqu'on a la scène du bar qui est une référence sur le bar du deuxième film,
Surtout qu'en plus de ça, ce qui est drôle, et c'est là où je trouve que c'est assez pertinent de le faire sur cette scène-là et pas sur d'autres, c'est que sur le deuxième film, c'est un bar avec des motards, ça fait très mascu. Alors que le troisième film, t'as justement ce bar avec cette soirée aux dames avec un stripteaseur. Et Oui, ça, c'était. ça va dans la continuité par ça rapport ça prend un à la nouvelle contre-pied. machine. Ça prend un contre-pied, surtout que le féminisme, c'est un thème qu'on retrouve tout le long du film, en fait. Mais qui n'est jamais dit explicitement, c'est toujours montré. Notamment entre l'affrontement du TX et du Terminator original. Oui, alors pour ceux qui ne sont pas au courant, au cas où, pour resituer, le TX, c'est le robot machine, la Terminatrice, hein, comme, La Terminatrice, comme on va le dit dire. les sous-titres. Hein, Ouais. La Terminatrice, en gros, la Terminator anti-Terminator, comme c'est décrit, puisqu'elle est conçue plus ou moins comme ça. Mais après, on reviendra sur d'autres thèmes sur le piratage. À la fin de la scène du bar, quand Schwarzy il met ses lunettes qui prend aussi un contre-pied, et en soi ça c'était drôle et assez percutant, et en fait il n'avait pas besoin d'en dire plus, je pense, par rapport au fait de est-ce que vous vous souvenez du deuxième film, et en fait cette scène là aurait largement suffi, et tout le reste c'est un peu du superflu. Ça donne l'impression que c'est comme si on donnait, je sais pas, de la pâtée pour chien à un chien. Au début, il va en vouloir encore, et au bout d'un moment, ça devient récurrent. On a un peu cette impression-là, ça devient très forcé. T'as quoi contre les pâtés pour chien? Ce sera bon les pâtés pour chien? Non, pas du tout, j'en ai déjà mangé, non je plaisante, mais ceci n'est pas le après, but du podcast. ce n'est pas contractuel. Après, l'autre aspect, l'autre thématique qui est assez important, c'est. Enfin, c'est même pas une thématique en tant que telle, c'est plutôt un outil, en fait. Un outil pour le scénar et même de montrer. Et ça permet aussi de voir qu'on était beaucoup ancré dans cette époque, c'est tout le piratage, en fait. Même si c'est pas cohérent. Il y a une scène du piratage qui est pas cohérente. Disons qu'il faut dire que le film Ouais. est sorti quand, en 2003. 2003, ouais. On est sur 2003, l'âge d'or. on le va début dire, d'Internet. Enfin, le début de la généralisation. Après, je dirais que la très grande démocratisation d'Internet, ce serait plutôt 2005-2006. C'est là où vraiment Internet commence vraiment à se répandre un peu partout. En sachant que dès fin 90, on est déjà, surtout du côté Japon, Internet c'était déjà, comment dire, connu, mais auprès du grand public sans doute pas. Et là, on est à l'époque où tu as tout l'aspect piratage, avec surtout le support CD qui va faire que le piratage va connaître beaucoup plus d'ampleur qu'auparavant. Et le film reprend justement cette tendance, on va dire ça, du piratage. Et des fois, c'est totalement cohérent, on va dire, par rapport à ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. Et en soi, le film, avec justement cet outil de piratage, pourrait faire encore plus aujourd'hui. Parce que maintenant, il y a les voitures automatisées ou semi-automatisées, notamment avec la Toyota Tesla, etc. Alors que dans le film, la TX, elle pirate des voitures, mais c'est pas des voitures automatiques, on est d'accord. Je pense qu'à l'époque, c'était pas quelque chose qui devait être dans l'air du temps, mais maintenant, avec le recul qu'on a, ça nous paraît un peu ridicule. Je pense que même pour l'époque, ça pourrait être ridicule, mais aujourd'hui, ce serait moins ridicule, en fait. Si les voitures, c'était genre une Tesla qui piratait, ça l'aurait fait, en fait, parce qu'en soi, c'est une voiture autonome. Donc, tu peux le faire, en fait, ce genre de choses aujourd'hui, et peut-être encore plus, ouais. Surtout avec tout l'aspect militaire, avec les drones, même si on voit déjà quelques drones dans le film. Mais après, conclusion, Terminator 3, film moyen. Film moyen. Disons que parmi les critères qui seraient appréciables, c'est notamment, je pense à cette idée que par rapport aux deux, ils cherchent à provoquer. C'est-à-dire que pour moi, c'est ok, on est dans la continuité tout en étant dans la contradiction. Et ces contradictions-là, c'est un peu le jour et la nuit. On n'a plus un Terminator, on a une Terminatrice. On n'a plus l'idée qu'on peut modifier le destin, mais qu'au contraire, tout paraît inéluctable. Enfin, les traits sont peut-être un peu trop tirés. On pourra peut-être notamment en reparler. Il y a quelques petits problèmes d'écriture où
ou des petits... Enfin, personnellement, je ne l'ai vu qu'une seule fois, ce film. Et bon, dès la première fois, on se pose des questions, des fois, sur mais comment c'est possible Bon, ouais, en fait, il ne faut pas se poser de questions, mais... Comme le deuxième, remarque. Il faut souvent moins se poser de questions, d'ailleurs, dans le 3. Encore, le deuxième, ça va, il y a des carences d'écriture, certes, mais qui sont largement pardonnables, surtout dans le fait que... En fait, avec le recul, le deuxième film, si on parle vraiment uniquement d'aspect d'écriture, on va dire qu'il a fait son travail, surtout pour un blockbuster de cette époque-là. Il remplit largement son contrat au niveau des thématiques, justement, de la relation mère-enfant entre Sarah Connor et John Connor. Mais bon, après ça, c'est des écueils qui sont déjà redits sur ces aspects-là, sur le fait que oui, le deuxième film a une bonne écriture, mais disons que on n'est pas non plus sur la très grande philosophie, quoi. On n'est pas sur une remise en question sur. Disons que ça développe, ça va au milieu, mais ça ne termine jamais, quoi. c'est parce qu'après. Le deuxième film, au niveau de son rythme, t'as l'aspect, effectivement, on a une psychologie d'une Sarah Connor qui change un peu de direction comparé au premier film. Parce que dans le premier film, enfin, à la fin du premier film, elle prend en main son destin. Là où dans le deuxième film, elle rabâche à son fils qu'il doit assumer son destin, mais au plein milieu, ça fait une réflexion, elle se dit non, mais en fait, quand on voit son gamin et puis les autres. Puis quand on voit aussi une autre famille à travers ce cauchemar aussi, elle se dit non mais en fait il faudrait essayer de changer les choses. Et ça c'était suffisamment bien travaillé pour que ce soit cohérent en fait. Mais après je trouve que c'est un petit peu entre guillemets gâché par des scènes d'action, mais en même temps tu fais un film d'action donc... disons qu'il y a le côté film d'action qui prédomine sur tout le reste. Ouais, et même ça, quand tu vois dans le troisième film, là, c'est le petit clin d'œil, entre guillemets, le côté plutôt ironique, c'est qu'à un moment, le Terminator dit que dans son sous-programme, il a la psychologie intégrée, et en même temps, on n'a jamais vraiment de développement de personnages, notamment de Kate et de John. Donc, Oui, dans le troisième film, par contre, les scénarios sont encore plus oubliés que dans le deuxième, parce que effectivement, t'as tout cet aspect. En fait, c'est là où c'est très ironique comparé au deuxième film, c'est que autant le deuxième film développait très bien ses personnages, et même bien plus que le premier film. Et le troisième film, il y a cet aspect, le Terminator, il a un sous-programme psychologie, mais en même temps, la psychologie des personnages. Elle est plate de manière générale. Encore John Connor, on la connaît à travers le deuxième film déjà. Sur le fait, c'est un enfant à qui on lui a rabâché depuis tout petit, comme quoi c'est un grand héros et tout. Et on va dire qu'il y a un peu le passage entre le 2 et le 3 où il essaie de fuir constamment. D'ailleurs, c'est dit dans l'intro avec sa réflexion qu'il veut constamment fuir justement on va dire que c'est cauchemars qui ici. Mais ça reste un personnage sympathique. C'est ça le. Il aurait pu prendre. En fait, c'est peut-être un peu trop. Comment dire un peu trop exagéré, mais il y a cette idée que certes, c'est le héros. Et on lui fait comprendre que c'est un héros, et pour autant, ses chevilles vont bien. Enfin, je veux dire, il n'y a pas cette idée que même lui, il se prend pas pour n'importe qui. Enfin, il arrive comment dire, dans l'écriture, on arrive à nous faire comprendre que c'est un personnage qui est travaillé, qui a ses peurs, qui a ses doutes, et en même temps, il reste sympathique parce qu'il reste humain malgré tout. Il se dit pas, ok, je suis sauveur de l'humanité, obéissez-moi. Enfin, il y a ce côté très humain qui est entretenu tout le long du film. Il reste suffisamment humble, c'est ça que tu veux dire. Oui, c'est ça. Ouais. Enfin, on nous montre clairement que l'histoire de fuir son destin, quand Kate lui pose des questions au tout début sur qui il est, etc., il demande au Terminator de répondre. Enfin voilà, il y a cette idée que, ok, peut-être qu'il est sauveur entre guillemets de l'humanité, et en même temps il y a le côté responsabilité, comme dirait un grand homme. Non merci. On va éviter ça. La petite ref, super. Non merci. Oh. Non. Ah oui, et puis il y a aussi le changement d'ambiance, qui est radical, on va dire. Ouais, on peut dire qu'il est radical, le changement d'ambiance, parce que le troisième film, c'est
j'ai presque envie de dire que c'est un peu comme du Bob l'éponge, quoi, au niveau des blagues. Mais encore, j'aime bien Bob l'éponge. Mais après, ça suffit, quoi, s'il vous plaît. Mais non, le troisième film, c'est très centré sur l'humour. Ça prend toujours à contre-pied, surtout sur le deuxième Terminator. Et le deuxième film, il y a des touches d'humour, mais ça reste... on reste sur une ambiance, on va dire, pré-apocalyptique. Apocalyptique. Et là, dans le premier film, et c'est toujours le grand oublié, le premier film, bizarrement, j'ai l'impression des fois. Le premier film, ça a une ambiance très sombre dans mes souvenirs. On l'a vu il y a très longtemps, quand même pas, mais on l'a vu il y a pas mal de temps déjà, et je pense que toi t'as plus trop souvenir. Si, mais j'aurais tendance à nuancer quand même, parce qu'il y a on est un peu au tout début, enfin il y a cette idée que la menace elle existe, on découvre ce que c'est que le jugement dernier, ce qui peut arriver à l'humanité, etc. Faire face à quelque chose qui n'a pas encore eu. Mais c'est ça, il y a l'aspect alarmant. Le personnage, Sarah Connor, personnage principal, en prend conscience. Mais l'ambiance, pour moi, n'est pas aussi noire que dans le troisième. Et puis surtout que là où je trouve que le premier Terminator est très intéressant au niveau écriture, c'est le fait que t'as le personnage de Reese, donc je sais pas si tu t'en souviens, hein, Reese. C'est le mec qui est envoyé dans le passé pour sauver Sarah Connor. Déjà, je trouve que l'aspect le plus intéressant chez Reese, c'est qu'il soit humain, contrairement à Terminator 2. Oui. Disons que Terminator 2, quand tu compares le premier et le deuxième film, c'est intéressant dans le sens où c'est un Terminator qui vient sauver John Connor et Sarah Connor. Enfin, plus John Connor que Sarah Connor d'ailleurs. Oui. Mais là où dans le troisième film, ça répète le scénario du 2. C'est toujours deux robots, dont c'est un toujours qui deux veut robots, tuer et l'autre qui veut disons sauver. Que la surprise n'est plus là en fait, parce que autant avec Reese, c'était, on va dire que du point de vue confrontation, c'est super intéressant parce que c'est vraiment de la machine inarrêtable. Et d'ailleurs, c'est l'image de la culture pop du Terminator. C'est vraiment la machine lente qui est extrêmement résistante aux balles et aux explosions. Et Reese, pour l'arrêter, il n'a pas d'autre moyen que juste de fuir. Là où dans Terminator 2, certes, il continue de fuir, mais en soi, le Terminator, il peut toujours essayer de... Il peut faire du corps à corps face au T-1000, et d'ailleurs, il le démontre à la fin du film, même s'il se fait battre, mais il est capable de le résister. Là où dans le premier film, tu te dis, mais comment il va faire ? Et effectivement, Reese, il ne peut pas. Et ça, c'est démontré dans le combat final du premier Terminator. Il n'arrive pas à le battre. Et c'est finalement, on va dire... il me semble que c'est Sarah Connor qui a réussi à le vaincre. Alors que, par contre, ce qui est intéressant aussi au début du 2, c'est que le doute est permis. Au tout début, quand John Connor, qui a alors âgé de 10 ans, c'est ça, il est avec son copain au niveau des jeux d'arcade, et que effectivement le premier Terminator venu le tuer arrive, il y a cette idée qu'il y a une confusion, parce que peu après, le deuxième Terminator arrive, et tout est fait dans l'écriture et dans la manière dont les plans sont tournés, pour qu'on nous laisse planer le doute. De dire, du coup, il a deux Terminators qui sont après lui, et il se fait poursuivre par deux, on sait pas pourquoi, et jusqu'au moment où on s'aperçoit que le deuxième Terminator, qui était du coup l'objet du premier, n'est pas là pour le détruire, mais pour le protéger. Après, si on parle aussi des scènes d'action, dans le troisième Terminator, je trouve que les combats sont beaucoup plus brouillons. Après, la scène de combat la plus marquante, c'est celle entre le TX et le Terminator original. Je ne me souviens jamais du numéro de modèle du premier Terminator. Il est intéressant justement dans cette thématique, le girl power. Au-delà de ça, dans la manière dont c'est filmé, chorégraphié, quand tu as vu le deuxième Terminator, il n'y a plus de surprise en fait, parce que dans les Terminator 2, que ce soit au niveau du rythme ou de la manière dont c'est pensé les combats, il y a des idées. Notamment, il y a un passage avec le T-1000 où il se fait attaquer au mur par le Terminator original. Et il se retourne immédiatement en profitant du fait qu'il y ait cette capacité de se liquéfier et de prendre n'importe quelle forme presque. Sauf l'imitation technologique liée au talking de cinéma. Mais je sais pas ce que tu en as pensé, toi, de ton côté, au niveau des scènes d'action, surtout de la manière dont Cameron a filmé de ce côté comparé au réal du troisième film.
Alors, effectivement, il y a cette idée que dans le troisième, on met le paquet sur les effets spéciaux. Ça pète de partout, il y a des explosions. L'idée, c'est vraiment d'emmener de plein la vue, comme je disais au début. Il y a cette idée-là. Alors que Cameron, c'est un peu plus. Petite anecdote, enfin petite parenthèse, mais pour ceux qui ont regardé l'épisode du JDG sur Terminator, c'est exactement pareil. Ouais, j'ai fait ça. Tout explose. Je sais pas pourquoi, tout explose. C'est du spectacle, on est plus, même les courses-poursuites en voiture, alors que, par exemple, dans le 2, dans le deuxième film, même la scène de course-poursuite au début, entre le jeune Connor qui est sur sa petite mobilette poursuivi par un camion, au niveau des plans, je trouve ça un peu plus travaillé, quoi. On n'est pas dans l'idée que on est dans le spectacle, mais on est plus dans la sensation de danger, par exemple. L'idée qu'il craint pour sa vie, on a des plans, pas mal de plans rapprochés aussi, où on nous montre les réactions du personnage. Alors que dans le troisième, c'est filmé de manière assez, des plans plutôt larges, assez extérieurs. On ne voit pas forcément l'expression des personnages en plein milieu, en tout cas. On a plus cette idée qu'on a des plans larges, il se passe des choses, tout explose, et après seulement on voit un peu les dégâts. Bon, après, est-ce qu'on parle des mannequins ou des doublures? Non, je fais ça. Oui, le fameux mannequin dans le deuxième. T'as aussi la limitation technique de l'époque, on va dire. Parce que autant en 2003, tu peux... je pense que déjà, tu pouvais largement le faire, justement, de faire en sorte de voir les acteurs en même temps que tu vois des scènes d'explosion, etc. Autant en 91, je pense que c'est plus compliqué. Parce que il y a notamment des passages. Bon, après, personnellement, je ne l'ai pas vu, mais dans les retours par exemple, du Randall, il y a justement ce côté. On voit au bout d'un moment, vite fait, la doublure de Schwarzy et de Furlong. Un bout d'un moment. Leur visage, en tout cas. Alors que 2 ans plus tard, enfin 1 ou 2 ans plus tard, avec le film Jurassic Park, avec la gamine dans la scène du Candy, la dernière ration, on voit la doublure lever la tête. et ça sur Jurassic Park, ils ont su retravailler en 3D le visage, alors que sur Terminator, à l'époque, ils pouvaient pas le faire. Et il y a aussi des limitations, notamment au niveau du budget, parce que les effets spéciaux, oui, ils sont impressionnants, mais ça a pris beaucoup sur le budget. Et d'ailleurs, j'ai presque envie de dire que ça se ressent des fois. Parce que surtout avec l'œil d'aujourd'hui, on va dire que ça se voit, parce que il y a une scène, je crois que c'est une des premières scènes où on voit justement des dégâts du T-1000, avec les impacts de balles qu'il reçoit. Tu vois bien que l'acteur, il bouge pas. Pour justement laisser l'animation 3D faire le travail. Parce que travailler de la 3D... Enfin, à l'époque, travailler de la 3D sur des images qui bougent, ouais, c'est compliqué. Ouais. c'est un petit peu comme les FMV, tu vois. Pour caler deux séquences, c'est un peu compliqué. Et là, on voit quelquefois les limitations techniques de l'époque. Et je pense que Terminator 2 peut être, avec le regard actuel, en 2025... il y a de l'intérêt si tu fais un peu dans de l'histoire des effets spéciaux, de voir un peu comment ils ont fait à l'époque. Mais voir Terminator 2 dans l'intérêt, on va dire, de te dire tu vas vivre l'expérience cinématographique de ta vie, je ne pense pas. Plus aujourd'hui, en tout cas. Plus aujourd'hui, quoi. Il y a d'autres films, si on prend du Cameron, je pense que Avatar 2, je pense qu'il est bien meilleur de ce côté-là, même s'il a ses propres carences, mais bon, c'est la carence habituelle de Cameron. Mais le travail des effets spéciaux autour de Terminator 2 sont super bien documentés. Tu as une page Wikipédia dédiée uniquement à ça, d'ailleurs. En anglais, en tout cas. En français, je sais plus s'il y a. Enfin, j'ai même pas jeté un œil, tu me diras. Non, mais il y a Google Trad maintenant. Ouais. Non, mais savoir lire l'anglais, c'est bien aussi. Oui. Et... oui. Mais de ce que j'avais lu, il y a notamment des scènes... parce que évidemment qu'à bout d'un moment, il faut que l'acteur il bouge en même temps qu'il ait ses impacts. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que de ce que j'ai compris, en tout cas en lisant l'article Wikipédia en anglais, c'est qu'ils ont fait des espèces de feuilles de chrome ou en tout cas ils ont utilisé du chrome, ça c'est sûr. Et en fait, ils ont fait exposer ça sous sa veste. Relié peut-être à une télécommande ou je ne sais pas quoi. Et en fait, ils ont retravaillé par-dessus avec les ordinateurs pour que ça ait un très bon rendu. Et au niveau des effets spéciaux, on est sur un mix 3D et effets spéciaux, on va dire, fait main. Le mélange des deux, oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Pour rendre un effet plus réaliste, notamment à la toute fin,
quand t'as Schwarzy qui utilise son lance-grenade de 40 mm, c'est un peu trop précis, et, et quand il explose et que tu vois, tu sais, faire pour des gens ils peuvent pas voir, mais quand il fait comme ça là, oui, à la fin, ouais. voilà, avant de tomber c'est même pas de la lave, mais dans du métal en fusion. Ça a été fait, ça a été fait ben. Enfin, il y a comment dire, il y a eu une prothèse, on va dire, qui a été faite avec, j'imagine, un mix 3D derrière pour faire le rendu. Et ça marche très bien finalement. Oui, la scène est assez impressionnante. À l'inverse de petits détails techniques, notamment dans le 3, où, bon, parler d'histoire de l'arme quand ils ont, comment dire, dans le corbillard, bon, y a, en termes de réalisme, voilà. Après, ça reste du cinéma. C'est pas oui, on reste dans le gros cinéma d'action habituel, quoi. Même si le premier film, il tranche totalement. C'est un petit peu le Rambo. Je trouve qu'il y a un parallèle assez intéressant entre Rambo et Terminator, parce que le premier Terminator, il a à la fois une ambiance très sombre déjà de base. Rambo aussi, il a une ambiance assez sombre, même au niveau de ses thématiques, c'est complètement différent. Et Terminator 2 et 3, bon, déjà entre le 2 et le 3 il y a un gouffre, mais encore plus je trouve entre le premier Terminator et le troisième. Tu sens qu'il y a eu des années qui se sont déroulées, parce que le premier Terminator sort en 84. Donc on est fin de guerre froide, et les années 80, on était encore dans cette ambiance guerre nucléaire, etc. 91, on est sur cette fin d'ère de la guerre froide. Bon, c'est bon. En plus de ça, t'as John Connor qui fait mais les Russes sont pas nos amis dans la VF. Oui, c'est vrai. Oui. Voilà. Donc on est vraiment, on sent un petit peu cette fin de guerre froide, même si la période du nucléaire est assez constante, notamment à travers la pop culture. Qu'on voit entre autres à travers le jeu vidéo Metal Gear Solid, qui aborde aussi le sujet du nucléaire et du désarmement nucléaire pour être mais même exact. dans le troisième film, le thème de la guerre nucléaire revient encore au galop. Enfin, ça reste un des thèmes. Ça revient au galop parce que t'as la saga Terminator déjà de base, donc t'es obligé de parler de la guerre nucléaire. Comme j'avais déjà dit auparavant, la thématique centrale, c'est plutôt de l'informatique, en fait, plus que la guerre nucléaire. Et des risques de sécurité informatique. Oui, à travers les machines, donc les robots, donc les ordinateurs. En fait, tout est... L'intelligence artificielle. Quand on a regardé notamment le deuxième film, tout de suite, on s'est dit, bon, bah, c'est ChatGPT. ChatGPT qui essaie d'apprendre à vivre avec les humains. Parce qu'il y a cet aspect-là aussi, on nous montre notamment dans le deuxième film, je trouve qu'au niveau dans le premier, c'est pas forcément évoqué. Dans le troisième, on n'aborde quasiment pas cette... si ce n'est à travers les clins d'œil du deuxième, on n'aborde pas cette thématique de l'apprentissage de la machine. Alors que dans le deuxième, il y a bien cette idée, le jeune John Connor qui va apprendre des expressions, qui va apprendre globalement au Terminator. Ouais, mais c'est ça, en fait, nous on a fait directement le parallèle, parce que c'est vrai qu'avec le regard aujourd'hui, c'est ça. Tu entraînes comme ça des IA, en réalité, oui. tu entraînes des IA à travers la masse d'informations que produisent les humains. C'est que comme ça que tu puisses le faire, et encore derrière, contrairement à Terminator 2 où c'est juste une interaction entre un gamin et une machine, bon, quand tu travailles avec des IA, c'est des grosses machines de calcul, c'est la masse d'informations que tu dois traiter, trier, etc. Et même il y a un parti, et c'est là où je dirais que Terminator 2 il a beaucoup vieilli sur cette thématique de l'IA, et bon, après le troisième, est-ce qu'il a la thématique de l'IA? Mais bon, non, je pense pas. Pour moi c'est un des points un peu négatifs de ce troisième film, c'est que pourquoi, bon, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu cette thématique de développer aussi. Il y avait ce début dans le deuxième film, et on se dit on est en 2003, alors peut-être c'était un petit peu oublié entre temps par rapport à d'autres sujets comme effectivement le piratage informatique, mais pour moi c'est un thème aussi qui aurait pu être intéressant à creuser. Terminator 2, il a vieilli sur la thématique de l'IA. Après, il y a eu une pléthore d'œuvres qui ont abordé le sujet depuis. Pour revenir sur les effets spéciaux, dans Terminator 2, c'est super bien documenté. Outre l'article Wikipédia que j'ai déjà évoqué auparavant, il y a tout un extrait où on voit l'acteur Robert Patrick qui marche en caleçon dans la rue, parce que en plus tu vois les marquages
pour faire, on va dire, le squelette de son de l'image 3D quand tu vois le T-1000 marcher, quand il est complètement, enfin, on va dire semi-liquide. C'est notamment la scène c'est juste après le camion, après la course-poursuite de John Connor sur sa bécane et qui s'est poursuivi par le T-1000 dans le camion. Et c'est juste après cette scène, enfin, c'est juste après que le camion il explose et que tu as les femmes autour. Et donc du coup, au bout d'un moment, il faut montrer que, et ce que Cameron il voulait, c'était justement de montrer le T-1000 avancer à travers les flammes pour montrer justement le fait qu'il soit invulnérable. Et d'ailleurs, c'est l'effet très réussi. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont filmé Robert Patrick en caleçon avec les marquages pour le squelette en train de marcher. Et en fait, du coup, les flammes sont réelles. Du coup, les flammes sont réelles. Nous sommes d'accord. Et en fait, Robert Patrick, il a couru très près des flammes et pour reprendre la position de marche comme il avait fait dans la rue. Et je crois, il me semble qu'à bout d'un moment, Cameron lui a dit qu'il ne doit pas courir aussi vite parce que bon, il faut pas qu'il crame, quoi. Et ce qui est impressionnant, et c'est là où on voit la performance de Robert Patrick, c'est qu'il reste impassible du début jusqu'à la fin de la scène, quoi. Quand tu as cette bouffée de chaleur dans ton dos, c'est pas rassurant, quoi. La chaleur, tu le sens très très vite et c'est contre-intuitif pour le corps parce que dès qu'il y a de la chaleur, forcément, ton corps il dit non, j'approche pas, quoi. Et d'ailleurs, c'était drôle parce que ça me fait penser à Sarah Connor quand il s'approche, quand il s'approche du métal en fusion, elle fait non, c'est trop chaud. Et bon, bref. Et d'ailleurs, il y a un parallèle intéressant d'ailleurs quand je parle de Sarah Connor parce qu'il y a toute la scène où elle part assassiner Dyson. Et ce qui est très drôle avec cette scène, c'est que, enfin drôle, si on peut dire ça, c'est que il y a le thème musical du Terminator qui est joué. Oui, c'est vrai. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est de voir en fait qu'elle se comporte comme une Terminator. Donc elle assassine une mission qui est de tuer Dyson. Elle est très impassible d'ailleurs. Quand on la voit dans la voiture, ouais. On a vraiment des scènes jusqu'au moment où elle arrive à destination. Enfin, effectivement, on la montre impassible avec ses lunettes. On se dit, bon. Elle marche comme une Terminator. Voilà, exactement. Il y a ce parallèle. Et à la fin, pétage de câble, elle se rend compte qu'elle est en train de faire une connerie, quoi. Elle est en train de tuer un père qui a sa femme et son gosse. Et c'est là où, au niveau de l'écriture, Terminator 2, il est bien plus subtil que le troisième film. C'est qu'il est capable de te montrer justement le fait que en fait nous sommes humains, et là où un Terminator tu lui dis va tuer cette personne là, et d'ailleurs dans son troisième film voilà, le Terminator envoyé pour protéger John Connor et Kate a assassiné John Connor dans le futur, mais bon bref. Alors que Sarah Connor elle en est incapable parce qu'elle reste humaine, quoi. Il y a l'affect qui joue et c'est comment dire, c'est le parti pris du film, parce qu'en soi je pense qu'un vrai tueur à gage un vrai tueur à gage en soi voilà. Je pense qu'il tuerait dans tous les cas. Il y a cette grosse thématique qui est beaucoup plus de l'action dans humaine, le deuxième, hein, qui est approfondie dans le deuxième, alors que le troisième film, pour en venir sur l'écriture, il n'y en a pas. Il n'y a rien en fait là-dessus. Non, c'est là où on voit, à mon avis, on voit la patte de Cameron. C'est que pour le coup, au niveau, certes, la psychologie des personnages n'est pas forcément au rendez-vous, on n'est pas très si approfondi que ça. En revanche, on a quand même des éléments, cette thématique qui nous touche forcément, puisqu'on parle de notre humanité. C'est qu'est-ce qui nous différencie des machines, le fait qu'on puisse ressortir des émotions et qu'on sache, entre guillemets, s'arrêter. Alors, après, effectivement, il y a, je crois que c'est au tout début du deuxième où le Terminator fait comprendre que il pose des questions aussi, même pendant leur fuite à travers le désert. Il demande à un moment à John Connor pourquoi il pleure, pourquoi vous souffrez, d'accord, et pourquoi vous pleurez. Et ces thématiques-là, on les retrouve pas malheureusement dans le troisième. Même si avec le recul, je trouve ça un petit peu ridicule. Mais bon, après ça reste en surface. Oui, ça reste en surface. Il y a cette tentative d'aborder le thème, mais je trouve personnellement que c'est pas forcément bien réussi pour parler d'un moyen métrage d'animation.
t'as Memories, le premier moyen métrage, je crois que c'est Rose quelque chose, mais je m'en souviens plus. Mais où il y a et on en parlera sans doute une autre fois de Memories. Ça serait super intéressant de le faire. Ou dans le premier moyen métrage, il y a cette thématique de l'IA et le fait qui est trompeuse, on va dire, parce qu'elle reprend l'apparence d'une personne que je ne poserai pas ici. Mais même si j'ai dit qu'on n'avait pas peur des spoilers, je pense que pour Memories, on va se garder ça parce que c'est pas la thématique du jour. Mais enfin, c'est pas le sujet du jour. Mais il y a ça qui est déjà abordé. Ça. Alors, je crois qu'il a été fait plus tard, Memories. Mais oui, regardez les 3 moyens métrages de Memory, c'est super important. C'était l'instant pub. Ouais, c'est l'instant pub et je pense qu'on va aussi terminer ici. Là-dessus. Même si conclusion, il y a beaucoup trop de choses à aborder, mais bon, le temps d'antenne. Et même tous les bruitages, on a parlé des effets spéciaux, le scénario. Ouais, c'est ça, mais ça reste quand même un classique du cinéma. Oui, très, très grand classique, et je pense que les 3 sont à voir si tu veux vraiment... Parce que même si le 3e film, il est le moins bien, et après ce qui est assez paradoxal, c'est que oui, je trouve que le 3e film c'est le moins bien, mais en même temps il est critiqué bien souvent de manière injuste, parce que bien souvent c'est vraiment le côté en gros ça invalide le 2e film. Non, le 3e film n'invalide pas du tout le 2e film, au contraire il est dans la continuité du 2e film, justement sur cette thématique de la destinée. Et là où j'invaliderais le film, c'est vraiment, enfin il pompe sur le 2e, presque littéralement. Et c'est ça mon plus gros problème. Mais bon, après, j'ai tendance à plus voir dans l'écriture que d'autres aspects d'un film. Non, mais même, effectivement, entre le premier et le 2e, on n'a pas trop cette impression de déjà-vu. Enfin, on a les clins d'œil, mais de manière un peu plus subtile, alors que entre le 2e et le 3e, on sent vraiment la continuité, et même un peu de trop, effectivement. Là où le premier et le 2e, ils se suivent, mais c'est fait de manière très cohérente. Même si t'as une grosse ellipse entre les deux, et tu te demandes presque... bon, t'aurais bien voulu avoir tous les détails, mais... c'est évoqué de temps en temps, mais bon, ça aurait été tout aussi intéressant, je pense, de savoir ce qui s'était passé entre le premier et le 2e, mais bon, je pense qu'on l'aura jamais. Non, c'est à nous de l'imaginer. Presque, hein. Après c'est évoqué le fait que Sarah Connor s'est baladée avec plusieurs gars pour faire entraîner John Connor à devenir un grand chef le futur grand chef de la résistance. Mais sinon, après c'est survolé. Après, est-ce qu'on s'y intéresse vraiment, on va dire du point de vue spectateur, je pense que c'est pas forcément utile, parce qu'on veut surtout voir John Connor. Oui, c'est notre héros, après tout. Ouais. Ou pas. Le héros des États-Unis d'Amérique, surtout. Oui. Il n'y a que 3 milliards de morts, c'est bon, c'est pas. Voilà, c'est que la moitié de la population de la planète. On voit bien le drapeau américain, d'ailleurs, dans les scènes post-apocalyptiques, ou dans l'apocalypse, notamment, par exemple, même au début du 3e film, on voit le drapeau américain qui flotte. Voilà. Oui, après, ça reste un film américain, depuis américain. C'est le côté, effectivement. Oui, c'est du post-apo américain de base. Bon, après, en termes de post-apo, il y a toujours Fallout, mais... Oui. Et non, si on parlait de des suites de Terminator, des suites... Moi, j'ai pas vu, donc je pourrais vraiment pas dire que ce soit Dark Fate ou... bref, ça porte 15 milliards de noms. C'est-à-dire, il y a tellement de choses. Genesis, je sais plus. Après, il y a Salvation, donc en France, qui a été publié sous le nom de Renaissance, que j'ai dû voir vite fait parce que je crois que c'était diffusé à la télévision une fois et j'ai pas pu voir le film en entier, mais Salvation il est super intéressant parce que je dirais que ça prend presque à contre-pied comparé aux 3 autres films, et de toute façon toi de ton côté t'as pas vu du tout en fait. Non, en fait le truc c'est que on est dans ce futur apocalyptique, donc avec John Connor qui est bel et bien chef de la résistance et tout, et on suit, dans mes souvenirs, on suit du coup un gars qui essaie un peu de survivre. Alors je sais plus s'il était dans la résistance ou pas, mais on découvre au fil du film que c'est un mix entre un humain et un Terminator.
En fait, c'est un cyborg, quoi, littéralement. Et en fait, il a été conçu par Skynet pour s'approcher de John Connor et l'assassiner. Voilà. Et en fait, ça aborde, on va dire, un peu cet aspect de la différence entre l'homme et la machine. Un petit peu, il me semble qu'il y avait ce thème du transhumanisme qui est abordé. Mais je m'en souviens plus trop du film pour pouvoir en dire quoi que ce soit. Dans mes souvenirs, il y avait une proposition intéressante de Salvation et je crois que c'était à partir de Renaissance, effectivement, qu'il n'y a plus de Renaissance de Terminator. Après, c'est la fin. Après, c'est la fin. Ou du moins, tout le monde pensait que c'était la fin. Oui. Parce qu'après, il y a eu des reboots, etc. Je crois que le plus récent, c'était... il y a eu une série Terminator, me semble-t-il. Et je crois que l'un des plus récents, c'était un reboot de Terminator à partir du deuxième film avec un jeune Connor qui est mort, du coup. Mais ouais, apparemment, c'est des AV qu'il y a et que je pense que toutes les personnes qui se sont intéressées à la saga Terminator le savent. Voilà, le film, il est ce qu'il est, quoi. Mais ça reste une licence assez importante. Après, voilà, ça reste une icône. Bon, après, effectivement, peut-être qu'il faut savoir s'arrêter aussi. Comme toutes les licences de cette ampleur, que c'est un petit peu comme des Seigneurs des Anneaux, mais pas les livres, je parle du New Line Cinema. Donc, qui est très différent des livres, du coup. Pour ceux qui ne savent pas, t'as les livres Seigneur des Anneaux et t'as l'univers Seigneur des Anneaux des films, qui sont deux choses différentes. Ah oui, étant donné que les descendants de Tolkien refusent de reconnaître les films comme faisant vraiment partie intégrante de l'univers Seigneur des Anneaux. Mais ça, c'est une autre histoire. Oui. Voilà, c'est compliqué l'histoire de licence. Bon. Je pense qu'on peut en terminer là. Ouais, je pense qu'on a fait un peu le tour. Après, c'est surtout le temps qui gâte. Non, il y a trop de choses à dire. Il aurait fallu peut-être limite aborder un film après l'autre, mais après, c'était aussi mieux, je trouve, de réagir plutôt à chaud sur les 3 Terminator en 2025. Il y a déjà 22 ans entre Terminator 3 et aujourd'hui. Et oui. Presque. Presque, en tout cas. C'est très très loin. Tu refais un Terminator aujourd'hui en comprenant... en oubliant tout le reste des Terminators. Donc tu fais comme si que Terminator n'existait pas. Tu refais un petit peu la même chose avec les technologies actuelles, tu réactualises tout ça. Que ce soit d'un point de vue militaire ou civil d'ailleurs, parce que d'un point de vue militaire, quand tu regardes la gueule des robots dans les 2 premiers Terminator, même dans le 3e, tu fais oh, ok. Ça n'a pas du tout cette gueule. Voilà, surtout avec les retours qu'on a de la guerre en Ukraine, tout ça sur les drones, c'est super intéressant. Ce serait radicalement différent, c'est sûr. Ce serait radicalement différent si tu dois réactualiser avec la masse d'informations qu'on a, avec les personnes qui ont ces infos-là. Non, il y a moyen de faire un truc. Et je pense qu'on aura... Je pense que dans les années à venir, on aura des films un peu comme ça. Ça m'étonnerait que ce soit pas le cas. L'ASF a toujours son public de niche. Donc, parce que c'est un public de niche, l'ASF, on va pas se mentir. Mais en tout cas, qu'il soit aussi fun que ça. Oui, ouais. Après, Terminator a quand même eu l'opportunité de monter parmi les blockbusters. Bah, surtout que c'est devenu peut-être plus le Terminator 2 que le reste. C'est largement devenu la référence. Quand tu veux faire des robots cybernétiques, c'est Terminator que tu penses. Enfin, je prends l'exemple sur Helldivers 2. Des automatons, désolé, mais c'est Terminator. c'est carrément un Terminator quand tu regardes, que ce soit au niveau des design des automatons, leurs vaisseaux, on est sur du Terminator. Il y avait aussi le film d'animation français Mars Express, il y a une petite ref à Terminator dedans. Très largement, avec notamment, je crois que c'est un Android, quand il court, il a les mêmes gestes que le T-1000, et en plus de ça, il a aussi des lames, des katanas, je crois, ou en tout cas des lames à la place des bras. Bon, si tu vois pas de ref au T-1000 dedans, je sais pas, quoi. Mais non, c'est... L'écho de Terminator est là, et je pense que c'est largement parti pour durer, même 30 ans après, quoi. Oui, voire plus. Bien plus. Et ça se trouve, bien plus tard, on aura des dérivés de dérivés, qui sait, si ce n'est pas déjà le cas, hein, tu me diras. Bon, et qu'est-ce qu'on aura pour la prochaine fois? Qui sait? Peut-être thème peut-être thème jeu vidéo, hein, journalisme.
qui sait, on verra ça. Mais après, au niveau des films, en fait, le truc c'est qu'au départ, on était censé aborder les 3 films adaptés des romans de Project Ito. Sauf que on n'a pas de lecteur Blu-ray, donc on a eu le doigt dans les fesses. Donc effectivement, on s'est rabattu sur des DVD. Et en DVD, bon, on avait le choix, ouais, peut-être avec. Après, on aurait pu faire Mulan, ça aurait été intéressant de faire. Ah, il y a Mulan. plein de choses à dire aussi. Ouais, Roi Mulan, il y avait aussi beaucoup de choses à dire. Mais bon, après, je pense que j'aurais pu parler tout seul qu'autre chose. Non, mais peut-être Mulan, si jamais j'ai un manque d'idées un jour. Bon, je pense que c'est bon pour. Merci pour en tout cas de nous avoir écoutés. Merci de m'avoir invité. Et, comment ça, invité Si, je suis invité. Non, pas vraiment. Je t'ai forcé. Bon, ça va. Non. Il y a pire. Il y a pire, comme habiter ensemble. Mais en tout cas, merci. Voilà, donc on va clôturer cette émission. Donc n'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux, likez, partagez, mettez la petite cloche. Et on vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Nano Archive. Bravo. Allez, je ferme. Hasta la vista, baby. I'll be back.